cela, une étude photochimique du même système a été étudiée et pour se rapprocher des conditions naturelles, nous avons mené le système LAS-R3 sous irradiation solaire. Une application du DBS, on va la voir enfin, et nous terminons par une conclusion générale. Donc, on va commencer par la définition des détergents, entre autres les tensioactifs, leurs propriétés, leurs nuisances et leurs procédés d'élimination. Les savons naturels ont été utilisés depuis très longtemps, que ce soit dans la lessive ménagère que dans l'industrie. Il a fallu attendre les années 1950 pour voir se développer les détergents de synthèse. Donc, les détergents de synthèse qu'on utilise dans notre vie quotidienne polluent l'environnement de façon très considérable. Donc, les constituants d'un détergent, en premier lieu, on va voir la définition d'un tensioactif, les adjuvants qui sont additionnés à ce tensioactif, et enfin, les charges. Donc, les tensioactifs sont des molécules qui, introduites dans la solution, diminuent considérablement la tension superficielle. Leur représentation schématique montre qu'ils sont constitués d'un groupement polaire qui possède des propriétés hydrophiles et une chaîne carbonée apolaire qui possède des propriétés lipophiles. Malgré leur diversité, on peut quand même classer les tensioactifs. Donc, ces tensioactifs sont classés selon leur dissociation. On distingue les anioniques, qui font l'objet de notre étude, les cationiques, les non-ioniques et les amphotères. Leur mode d'action est un phénomène physique. Il repose sur l'absorption. Les détergents, quand ils sont introduits dans l'eau, ils s'y orientent. La partie hydrophile polaire elle est dirigée vers l'intérieur, créant une discontinuité dans le film superficiel. Donc, cette dernière engendre une diminution de la tension superficielle. Les nuisances dans les détergents dans les eaux ont une origine urbaine, agricole et enfin industrielle. La formation de mousse est la nuisance la plus spectaculaire dans les eaux. Nous avons constaté des phénomènes vraiment spectaculaires qui est un phénomène très gênant, que ce soit pour l'aération des eaux ou bien d'autres phénomènes biologiques. La toxicité des détergents peut toucher les poissons, les plantes et les bactéries. Divers procédés d'élimination ont été utilisés pour cette fin. La biodégradation c'est le procédé le plus important. Il présente un avantage, c'est que cette biodégradation elle est facile à utiliser, seulement la biodégradation n'est qu'une biodégradation primaire. Ça veut dire qu'elle altère seulement la qualité du produit. Donc, l'oxydation chimique est une bonne alternative pour ce genre de polluants. Donc, la photooxydation, elle est basée sur des réactions de dégradation photochimique. Donc, la dégradation photochimique, elle peut être directe si le composé absorbe la lumière. Elle peut être aussi induite si le composé n'absorbe pas la lumière.
à ce moment-là, d'autres composés qui sont présents absorbent la lumière pour amorcer les réactions de dégradation en générant des espèces réactives, telles que les espèces OH+. Donc le fer 3 peut jouer le rôle de photoinducteur. Donc deux cas de figure peuvent exister. La première, c'est que s'il y a une interaction entre le polluant et le fer 3, ça veut dire une complexation, une réaction de photooxydoréduction intramoléculaire a lieu, donnant la dégradation du polluant. Maintenant, s'il n'y a pas d'interaction entre le polluant et fer 3, ce sont les complexes aqueux de fer 3 qui vont réagir avec la lumière, donnant au fer 2 et les OH qui sont connus pour être des entités oxydantes très puissantes. Donc, l'hydrolyse des sels de fer 3 en solution est un phénomène qui est très compliqué et qui dépend de plusieurs paramètres. En effet, au début, nous avons des espèces vapeurs moléculaires qui apparaissent. Au fur du temps, d'autres espèces comme les dimères, les trimères et les oligomères apparaissent. Et pour des périodes prolongées, la précipitation a lieu. Ces espèces qu'on vient de voir ont des spectres UV bien différents. En effet, toutes ces espèces absorbent la lumière solaire, cependant le fer 3+ absorbe beaucoup moins. Donc, dans ce tableau sont récapitulées différentes espèces avec le rendement quantique de formation de OH. Donc, on constate que lorsque on a l'espèce FeOH 2 fois, nous avons un rendement quantique plus important que lorsque nous avons d'autres espèces. D'autre part, la longueur d'irradiation elle a une influence, c'est que le rendement quantique est beaucoup plus important pour des longueurs d'onde plus courtes. Lors de notre étude, nous avons travaillé avec un spectrophotomètre pour suivre l'évolution UV visible afin de déterminer s'il y a une interaction entre le LAS et le fer. Pour quantifier la disparition de notre LAS, nous avons utilisé l'HPLC. D'autres méthodes chimiques ont été utilisées pour suivre les espèces de fer. Et enfin, lors de l'irradiation, nous avons utilisé le CO-témètre pour voir l'évolution du carbone organique total. Donc, les molécules étudiées dans notre travail sont des alkylbenzène sulfonates, appelés communément les LAS. Le DBS est la molécule la plus utilisée dans les formulations des industriels. Le DBS nous a posé un problème, étant donné qu'il se présente sous forme de mélange d'homologues, et par suite, son analyse par HPLC s'est trouvée un petit peu délicate. Donc, ceci nous a amené à chercher une deuxième molécule qui s'approche du DBS, qui est l'OBS, c'est un alkylbenzène sulfonate, et qui s'approche du DBS, mais qui présente l'avantage d'être un produit pur, ça veut dire ne présentant pas d'homologue. La molécule éthylbenzène sulfonate est une molécule très simple à étudier, étant donné qu'elle n'a pas présenté d'interaction avec le fer 3. Donc, les propriétés physico-chimiques des 3 LAS étudiées sont récapitulées dans ce tableau. Il faut noter simplement que l'EBS avec une chaîne alkyle qui comporte le carbone ne forme pas de micelle, étant donné qu'elle n'est pas caractérisée comme une molécule tensioactive. Les propriétés spectrales des 3 LAS sont pratiquement identiques. Elles montrent une forte absorption à 224 nanomètres. Donc, pour la solution de fer fraîchement préparée, montre une absorbance importante à 297, qui est caractéristique des espèces monomères FeOH 2+.
fer 3, nous avons constaté qu'il y a une évolution au niveau de 297, la bande caractéristique du fer 3, alors qu'aucune évolution n'est observée au niveau de notre EBS, c'est-à-dire à 224 nanomètres. Donc la seule évolution, en premier lieu, nous l'avons attribuée à l'évolution du fer seul. Pour cela, nous avons étudié à deux concentrations différentes le fer seul et le mélange. Donc, nous avons obtenu une similitude quasi parfaite entre la solution de fer 3 seul et le mélange. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'interaction entre le fer et le BS. Finalement, l'évolution spectrale, elle est uniquement due au vieillissement du fer 3. Nous avons suivi cette étude avec HPLC et cette étude analytique a montré que l'EBS n'a subi aucune dégradation. De plus, une faible formation de fer 2, donc une absence d'interaction entre les espèces de fer 3 et l'EBS est confirmée. Pour le système OBS fer 3, l'étude spectrale a montré que nous avons une évolution à 222 ou 24 comme caractéristique des LAS et une évolution au niveau du fer 3, situé à 297. Par ailleurs, nous avons noté la présence d'un point isobestique. Ce point isobestique, il est caractéristique d'une transformation ayant lieu entre le OBS et le fer 3. Donc, nous avons conclu qu'une transformation s'est produite entre les constituants du mélange. La disparition de OBS a été suivie par HPLC. Le premier paramètre que nous avons considéré est le pH, étant donné qu'il influe sur la spéciation du fer. Donc, nous avons constaté qu'à pH 3,2, qui est le pH libre du mélange, la disparition de OBS, elle se fait en deux étapes. La première étape est une disparition rapide et la deuxième étape est une disparition qui est assez lente. Donc, on a pris ce pH comme pH de travail. Donc, pour étudier l'effet de la concentration de Fa sur la disparition de OBS, nous avons fait varier la concentration du fer. Donc, les trois courbes montrent qu'après une élimination de 10 à 15%, qui est élimination immédiate, la disparition s'effectue en deux étapes. Une étape rapide où on perd pratiquement 50% de OBS et une étape lente, elle est caractérisée par une faible élimination de OBS. Lors de l'étude photochimique du système LAS fer 3, le système EBS fer 3 est très simple étant donné qu'il n'y a pas d'interaction dans le cas thermique et la dégradation photochimique fait intervenir simplement les espèces de fer 3. Par contre, OBS qui représente un système un petit peu compliqué, nous avons porté une étude assez approfondie. Donc, pour le dispositif d'irradiation, j'insiste seulement sur le fait que nous avons irradié à 365, qui est caractéristique de l'espèce monomère. Cette longueur d'onde, elle est aussi suffisante pour exciter les complexes de fer. Donc, EBS, quand il est soumis à l'irradiation, nous avons constaté qu'il obéit à une cinétique du premier ordre. Donc, sa disparition suit une cinétique du premier ordre. Nous avons également suivi la formation du fer 2 et nous avons constaté que la formation elle est rapide en démarrage et atteint
un certain palier. Donc ce palier peut être attribué à une réoxydation du fer 2 en fer 3 par les espèces OH- ou bien par l'oxygène. Le rendement quantique du mélange EBS fer 3 a été étudié et montre que pour des longueurs d'onde plus faibles, le rendement est plus élevé. L'influence du pourcentage de monomères a été également étudiée et montre que pour des pourcentages élevés en monomères, la réaction est plus rapide. Le carbone organique total qui donne une idée sur la minéralisation a été suivi et montre que le EBS peut être minéralisé en 45 heures. Je note simplement que la réaction, lors de la réaction, le carbone organique diminue dès le début. Ça veut dire que la cinétique est rapide vraiment au début, ce qui n'est pas le cas pour OBS. Donc pour le système OBS fer 3, nous montrons dans cette figure le spectre de la lumière solaire pour montrer qu'il y a un recouvrement entre le spectre de la lumière solaire et le spectre visible du mélange OBS fer 3. Ceci montre l'intérêt de l'utilisation de la lumière solaire lors de la dégradation de ce genre de polluants. Lors de cette étude, nous avons suivi l'influence de certains paramètres, entre autres le pH qui joue sur la spéciation des espèces de fer 3. Donc, la dégradation à différents pH montre que la réaction elle est plus importante à pH naturel. Ça veut dire que l'espèce monomère FeOH2+, est l'espèce la plus efficace. Donc les expériences de dégradation photochimique seront donc conduites à des pH naturels où cette espèce est largement majoritaire. Le suivi par UV visible du mélange lors de l'irradiation à 365 montre une diminution du maximum d'absorption à 222 et la présence d'un point isobestique qui reflète une transformation des constituants. La disparition de OBS lors de la réaction photochimique provoque une disparition complète de OBS et de ses produits de dégradation, contrairement à la réaction thermique. L'effet de la concentration initiale en fer 3 a été également étudié et montre que la vitesse de disparition augmente lorsqu'on passe de 0,1 millimolaire à 0,3 millimolaire en fer 3. Cependant, elle n'est que légèrement accélérée pour une concentration en fer 3 supérieure. Donc, l'utilisation de quantités plus importantes que cette concentration n'a pas d'effet. Donc, l'influence du pourcentage de monomères a été également étudiée et montre que cette disparition augmente sensiblement lorsque le pourcentage en monomères augmente. La formation du fer 2 a été également suivie et montre une formation au début du fer qui est assez lente. Ceci nous a amené à penser que dans cette phase, il y a probablement le complexe qui réagit. Donc, après cette étape, nous avons une formation rapide de fer 2. Le palier est toujours expliqué par le fait qu'il y a réoxydation du fer 2 en fer 3 par les OH- et par l'oxygène présent. Donc, pour voir l'effet de l'oxygène sur le déroulement de la réaction, nous avons étudié la solution en milieu dégazé, en milieu oxygéné et en milieu aéré. Donc, les cinétiques de dégradation montrent que l'absence d'oxygène, elle influe sur la vitesse de la réaction. Pareillement, le fer 3 a été, le fer 2
milieu dégazé. Ceci confirme le fait que l'oxygène joue un rôle dans la réoxydation du fer 2. L'effet de l'isopropanol, étant donné que l'isopropanol est un piège à radicaux, nous avons suivi l'évolution de ce mélange avec 1% d'éthanol et nous avons constaté que les radicaux hydroxyles sont les principaux responsables de la dégradation de l'OBS. L'étude des photoproduits montre que les produits les plus polaires et qui sortent à des temps plus courts sont les produits majoritaires. Il s'agit du carboxy et benzène sulfonate et le 4-acétyl-benzène sulfonate. Donc, la minéralisation aussi montre que l'OBS disparaît en 90 heures. Donc, les points essentiels qui ressortent de cette étude, c'est que les radicaux hydroxyles sont les principaux responsables de la dégradation. L'absence d'oxygène ne perturbe pas la dégradation en démarrage, mais l'oxygène est nécessaire pour la réaction, pour la continuation de la réaction. La présence de l'acide, photoproduit majoritaire résultant de l'oxydation de l'aldehyde, et la nature des photoproduits majoritaires montre que les radicaux hydroxyles attaquent préférentiellement l'hydrogène porté par le carbone alpha. Nous avons retrouvé aussi les mêmes résultats avec EBS. Ceci nous a amené à proposer un schéma de la dégradation où notre molécule est attaquée par les radicaux OH-, l'hydrogène préférentiel pour ces OH-, c'est le H en alpha du noyau aromatique, donc donnant lieu à un radical R'. L'effet de l'oxygène nous donne R', et les différentes fragmentations dans ces différents composés. La voie B est une voie aussi à envisager, cependant, c'est la voie A qui est la plus privilégiée. Les irradiations naturelles ont été réalisées à Clermont-Ferrand. Le mois de juin et juillet, l'intensité lumineuse, elle avoisine les 80 000 lux. Le réacteur est un tube en pyrex. Donc, le système OBS perforant les radiations solaires présente une évolution spectrale un petit peu différente par rapport à la première, où nous avons constaté la disparition du point isobestique. La cinétique est suivie aussi par HPLC, de dégradation, montre en absence du fer, il n'y a pas de dégradation. Cependant, en 20 minutes, en présence du fer, la dégradation de OBS est obtenue. La formation du fer a été également suivie et montre que le plateau est atteint en 45 minutes. La minéralisation également montre que 60% du produit est éliminé en 400 minutes d'irradiation. Donc, après cette étude, nous avons essayé de faire comme application le DBS. Je finis 2 secondes. Donc, comme je l'ai dit au début, le DBS se présente sous forme d'un ensemble de massifs qui est très difficile à analyser par HPLC. Donc, nous avons considéré simplement le massif qui sort à entre 26 et 40 minutes. Les autres massifs n'ont pas été étudiés. Donc, là aussi, l'étude spectrale montre une évolution totalement différente. Et nous avons constaté que la diminution de DBS est beaucoup plus importante que OBS. La disparition de OBS est accompagnée par la formation du fer2. Cependant, cette concentration diminue, nous l'avons attribuée à l'absorption du fer2 sur les flancs. La minéralisation a été suivie dans un réacteur à 3 lampes. Et ça montre que la minéralisation est obtenue en 92 heures. Donc, en conclusion, le DBS peut être éliminé selon un processus physique et un processus photochimique. La disparition importante de DBS a été observée durant les premières minutes de la réaction. Donc, les homologues qui possèdent des chaînes carbonées longues sont éliminés en premier. D'autre part, la complexation avec le fer mise en évidence par l'augmentation de l'absorbance, elle s'est avérée difficile
en raison d'une importante floculation. En conclusion générale, ce travail vous a permis de mettre en évidence, à 2 degrés différents, l'importance des sels de fer dans un système d'évolution de tensioactifs. En premier lieu, à l'obscurité à température ambiante, la réaction observée permet effectivement d'envisager un processus physique d'élimination des tensioactifs. Donc, chose qu'on utilisait dans les phénomènes de floculation-coagulation dans les stations d'épuration. En second lieu, ces tensioactifs peuvent être dégradés en présence de lumière de façon efficace par les radicaux hydroxydes. Donc, le rôle photoinducteur du fer-3 a pu être vérifié grâce au suivi de la dégradation du substrat.